Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la saison encore une fois. Et après les sprinteurs, on s'attaque désormais aux grimpeurs, les meilleurs grimpeurs de l'année, ceux qui nous ont fait rêver sur les étapes de montagne, ceux qui ont animé les grandes étapes des grands tours et qui ont remporté parfois le classement général également des grands tours. Eh bien, on va revenir sur leur saison à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Deux moyens de me soutenir. Le premier moyen, c'est de rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez sur une notification, sur une miniature rapidement, après la mise en ligne de la vidéo, et bien plus celle-ci est mise en avant par YouTube. Et puis deuxième solution pour me soutenir, et ça c'est seulement et seulement si vous avez les moyens et l'envie, vous pouvez faire un super thanks. Alors cette année du côté des grimpeurs, alors c'est peut-être le classement qui a été le plus facile à faire de tous les classements de top 10. Déjà parce qu'on a eu l'avantage, c'est que sur le Tour de France, on en a eu beaucoup de grimpeurs qui étaient présents sur les mêmes courses. Et puis qu'il y a quand même un mec qui a un petit peu tout dominé cette année. Donc c'est vrai que ça a été plus facile à faire que d'autres classements où parfois il a fallu vraiment se creuser la tête, réfléchir à qui pouvait rentrer dedans, qui n'en faisait pas partie. Là, c'est vrai que sur celui-là, j'ai eu un petit peu plus de facilité et on va commencer tout de suite par le 10e de ce classement. Le 10e de ce classement, il est espagnol, il est membre de la Movistar, c'est Enric Mas. Enric Mas, elle est difficile à jauger sa saison. Il y a une Vuelta intéressante, mais où tu sens qu'il n'est jamais vraiment en mesure de déborder foncièrement Primož Roglič. Il y a un Tour de France qui est compliqué, mais ce qu'on a bien compris ensuite, c'est qu'il se préparait pour le Tour d'Espagne. Et même, j'ai envie de dire, c'est peut-être le Tour de France. Alors oui, des fois, il a été mieux classé au général, mais c'est peut-être même son Tour de France où sur la dernière semaine, il a été le meilleur. Et où on a été le plus présent sur la deuxième et troisième semaine de compétition. Il est toujours classé, Enric Mas, mais jamais gagnant. C'est un peu le résultat de cette année, qui est en fait le résultat quasiment depuis le début de sa carrière, parce qu'il a que 6 victoires chez les professionnels. Et parmi les 6 victoires, c'est une étape du Tour d'Espagne, une étape du Tour du Pays Basque en 2018, le Giro dell'Emilia en 2022, et puis Great Tour of Ganzi. Voilà, et une étape du Tour de la Communauté de Valence. C'est un coureur qui gagne extrêmement peu, Enric Mas, dans sa carrière. C'est ce qu'on peut lui reprocher même au coureur espagnol. Parfois un manque d'audace. Voilà, c'est pas le mec qui attaque énormément quand même, Enric Mas. Hein. Il suit beaucoup, un peu à la Kelderman. Mais alors, des attaques d'Enric Mas, il y en a quelques-unes dans l'année, hein, mais c'est pas quand même ce qu'il fait le plus souvent. Mais bon, son année n'est pas mauvaise non plus, mais de là à le mettre mieux que 8-9 d'un classement des meilleurs grimpeurs, c'est compliqué, parce que moi je trouve qu'il est trop discret, je trouve qu'il est... Voilà, en fait, moi ce qui m'énerve avec Enric Mas, c'est parfois le manque d'inspiration qu'il a. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui tente très peu de choses. Hein. Ah... C'est-à-dire les attaques de loin, il faut vraiment qu'il soit obligé. Et même dans les échappées, je trouve qu'il se fait souvent avoir dans les échappées parce qu'il n'ose pas. Il attaque souvent trop tardivement, trop tard. Donc c'est ce que je reprocherais aujourd'hui à Enric Mas, c'est ce manque d'inspiration, ce manque de prise de risque qu'il a. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Enric Mas, c'est pas... je suis pas sûr que c'est un coureur qui fasse beaucoup rêver les Espagnols, les jeunes Espagnols aujourd'hui. C'est presque un coureur qui passionne pas les masses, quoi. Et c'est le gros problème d'Enric Mas, je trouve, aujourd'hui. Il faut être plus offensif au bout d'un moment. C'est un peu la tradition de la Movistar aussi, hein, ces dernières années, d'avoir... de pas être très offensif et de pas courir toujours extrêmement bien. Mais je trouve qu'Enric Mas, oui, ça suit, mais ça attaque jamais. J'aurais aimé voir des attaques sur la Vuelta.
tenter de mettre en difficulté Primož Roglič. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est ça ce que je lui reproche. Je pense que c'est un coureur qui a des grandes qualités physiques, qui n'est pas un mauvais grimpeur du tout. Pas très bon sur le contre-la-montre, ça c'est un peu son souci. Mais je trouve qu'il a surtout un problème, c'est qu'il prend pas de risque, quoi. Donc oui, il suit, mais bon, quand tu suis, bah, c'est dur de gagner les grandes courses, quoi. Alors oui, il est dans le top 5, dans le top 10, ça c'est sûr, il est très présent dans ces classements-là, mais il manque des victoires au bout d'un moment pour Enric Mas. Donc j'aimerais un jour les victoires. Voilà. J'aimerais plus de prise de risque du côté d'Enric Mas. Mais après, la saison est pas mauvaise. Il est présent sur les classements. Quand vous regardez autre que le Tour de France et le Tour d'Espagne, 7e du Tour de Suisse, 6e du Tour de Romandie, 5e du Tour de Catalogne, il est 8e des championnats du monde, par exemple. Mais il manque la grosse victoire. 2e au Picon Blanco sur la Vuelta, 2e à Cazorla aussi sur le Tour d'Espagne, mais il manque la grosse victoire. C'est ce que je reprocherais, c'est la prise de risque. Que tu te dis, ah oui, là il a pris du risque, il nous a fait rêver. Non, il ne nous fait pas rêver, Enric Mas. Mais après, est-ce que tu peux le sortir du top 10? Non. Sa saison est tout à fait correcte. Il est très régulier aux avant-postes. Donc, c'est tout le paradoxe d'Enric Mas, c'est que à la fois tu te dis oui, il est tout le temps là, mais en même temps, on n'est jamais surpris. Et c'est un peu de la déception de ne pas être surpris. Donc c'est pour ça qu'il est 10e seulement de ce classement pour certains, mais pour moi 10e, c'est sa place sur le top 10 des meilleurs grimpeurs de la saison. 9e de ce classement, un coureur équatorien de l'AEF qui a enfin pris son envol cette année, Richard Carapaz. Et oui, l'année 2023 avait été très compliquée pour Richard Carapaz, miné par les blessures, ce qui fait qu'il avait une première saison chez EF difficile, alors que l'équipe américaine avait mis beaucoup de moyens autour de son arrivée, notamment en recrutant beaucoup de coureurs sud-américains. La différence en 2024, vous enlevez les chutes et vous avez du bon Richard Carapaz qui nous a animé la fin de Tour de France, enfin la deuxième partie de Tour de France vraiment, et puis même au départ, parce que son maillot jaune sur l'étape de Valloire, où il a le maillot jaune ce jour-là, 7e du Tour de Romandie en remportant l'étape 4, vainqueur d'une étape sur le Tour de Colombie, il finit 2e du général de cette épreuve. Et puis donc sur le Tour de France, une victoire d'étape à Super Devolui. Et puis 4e de la dernière Vuelta, en étant 2e à Granada dans son palmarès sur cette saison. Moi, ce que j'aime avec Richard Carapaz, c'est tout l'inverse d'Enric Mas, par exemple. Carapaz, c'est le mec qui prend énormément de risques. Des fois, on se ferait chier. Il y a des coureurs, tu te dis, des fois, quand ils sont pas là, on se ferait chier. Voilà. Et Carapaz, c'est totalement ça. Il anime les courses. Et surtout, ce que j'aime avec Carapaz, c'est qu'il ne s'avoue jamais vaincu. C'est-à-dire que même quand il n'est pas dans une super condition physique, même s'il n'est pas en position de gagner, le général, par exemple, d'un grand tour, pas grave. Il va partir à l'attaque, il va animer la course. Tu sais que quand il y a Carapaz au départ, d'un grand tour, tu sais que tu vas voir Carapaz. Ça serait très surprenant de ne pas le voir. Et tu sais qu'il va se montrer dans les échappées ou il va attaquer. Je trouve que voilà, il a cette faculté à être offensif et être hyper offensif. Tu sens qu'il veut faire plaisir aux gens, Carapaz. Et en même temps, vu ses talents du côté du contre-la-montre, il est obligé d'attaquer de loin. Il est obligé de prendre des risques. Il n'a pas le talent au contre-la-montre. Voilà, c'est un coureur qui perd beaucoup de temps sur le contre-la-montre, Carapaz. Donc il sait qu'il est obligé de prendre des risques. Mais en même temps, c'est la manière dont il a gagné le Giro 2019. Quand il gagne le Giro 2019 et qu'il attaque à la moitié de la course, à ce moment-là, il a 3 minutes 30 de retard au général, un truc comme ça.
aux 3 ou 4 minutes de retard au général. Il se dit, bah, il y a un moment, il faut que je me monte, quoi. Il faut que je tente un truc, parce que sinon, bah, je vais finir 8e du général. Non, j'ai envie de finir bien placé au général. J'ai envie d'essayer de tout tenter pour la gagne. Il essaye de tout tenter pour la gagne, et ce jour-là, ça passe, parce que Nibali et Roglic se regardent dans le blanc des yeux. Carapace, c'est un hyper offensif. Et c'est vrai qu'il nous avait manqué l'année dernière. Il nous avait manqué parce que il avait eu vraiment du mal. Je pense qu'il avait eu du mal à passer d'Ineos à EF. Et puis surtout, il y avait eu pas mal de chutes sur sa saison qui lui avaient coûté beaucoup de temps, et notamment sur le Tour de France. Et je pense que ça lui avait coûté très cher dans son année. 2024, il est reparti avec de l'ambition, de l'envie. Et puis surtout, la transition avec Ineos s'était enfin passée. Je pense qu'il il lui a fallu un an. Mais ensuite, ça a bien fonctionné tout de suite. C'est vrai que quand il était passé de Movistar à Ineos, tout de suite, il était resté au même niveau en passant chez Ineos. Là, il a eu plus de mal chez EF. Mais là, je trouve qu'il est bien lancé. J'ai l'impression qu'il s'entend bien avec l'équipe EF. Que EF a bien compris du côté de la direction comment faire pour bien gérer Carapace. Et puis c'est surtout que c'est un coureur qu'il ne faut pas frustrer, qu'il ne faut pas brider. Voilà, c'est un coureur, là où il est le meilleur, c'est à l'avant. Voilà, c'est un offensif. Et ça sert à rien d'essayer de le bloquer à l'arrière dans le peloton, de le laisser pendant 3 semaines dans un peloton. Il aimera pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est bourriner à l'avant. Et qui bourrine. Puis de temps en temps, ça marche. Puis de temps en temps, tu gagnes des grandes victoires. Puis de temps en temps, tu peux même faire un bon classement en général. Et moi, j'adore Carapace. Bah, c'est un coureur que je trouve qui est formidable, Carapace. Et encore une fois, on s'ennuierait, très souvent. S'il n'était pas là, on s'ennuierait. Et non, très content. Ce qui est surprenant aussi dans son année à Carapace, c'est que son début de saison est pas forcément hyper fantastique comme l'année dernière. Vous voyez que par exemple, Grande Camino, c'est pas dingue, Tirreno Adriatico, il fait même 13e de la Flèche Wallonne, bon, dans des conditions qui sont atroces. Je trouve qu'il y a un vrai changement, c'est son étape gagnée sur le Tour de Romandie, où là ça change un peu la donne. Et puis après, c'est un mec de grand tour, hein. Ça, on a beau dire, mais Carapace, pour moi, c'est vraiment là où il se sent le mieux, c'est sur les grands tours, c'est sur les courses de 3 semaines. C'est là où il est le plus efficace. Et aujourd'hui, c'est là où il s'amuse le plus. Mais c'est vrai que sa première partie de saison n'était pas si exceptionnelle que ça. Mais encore une fois, dès que tu vois Carapace, enfin, moi, Carapace, sur l'étape du Lioran, quand il commence à mettre des minasses dans tous les sens, super dévolu quand il part, c'est du beau cyclisme là. Hein, c'est du très très beau cyclisme. Donc voilà, c'est un coureur qui est impressionnant et qui a ses capacités à résister aussi. Tu sais que quand Carapace est à l'avant d'une course, ça va être dur d'aller le chercher. Mais bon, ça fait du bien ces coureurs comme ça. Et puis pour moi, bah, vu ce qu'il a fait, ce qu'il a montré en montagne, on a vu quand même des très belles choses cette année avec Carapace. Donc 4e quand même de la Vuelta, c'est pas n'importe quoi. Non, donc c'est une bonne année pour moi Carapace. En termes de points, il rapporte quand même plus de 2250 points sur la saison. Donc ça c'est quand même très très bien sur l'année. Pour Richard Carapace, c'est surtout bien mieux qu'en 2023. Et on l'a retrouvé à un bon niveau. Au niveau qu'il avait chez Ineos notamment. Donc ça fait plaisir. Et je pense que Ineos doit regretter de ne pas l'avoir conservé. Je pense qu'ils doivent se dire, on aurait peut-être dû gérer différemment Carapace. Parce que chez Ineos, je me souviens notamment de sa dernière Volta, ça avait été très compliqué.
Il s'entendait plus en fait avec Ineos. Je me souviens de séquences notamment aux Pays-Bas sur la dernière Vuelta 2022 où il s'engueule avec la direction sportive, il s'engueule avec les mecs de Ineos. Et je pense qu'il a quitté le navire parce qu'il sentait que ça allait être un problème dans les années à venir Ineos, qu'il y avait des trucs qui se passaient mal et il a bien senti le coup. Mais c'est vrai que ça avait été difficile avec Ineos. L'année 2022, je pense qu'il était content que ça s'arrête et d'aller chez EF parce que c'était pas forcément une grosse entente, voilà, pour le dire gentiment. Allez, on passe au numéro 8 de ce classement. Un petit jeune, il est là déjà depuis quelques temps, le 8e de ce classement, il est danois, il est même champion du Danemark, mais surtout très bon sur le dernier Tour d'Espagne. C'est Matthias Skjelmose, que j'ai trouvé excellent cette année. Vraiment, je l'ai trouvé très bien, parce que je me suis dit, quand en début de saison, il décide de tout miser sur la Vuelta, je me suis dit, c'est couillu, c'est une grosse prise de risque, parce que tout miser sur la Vuelta, ça veut dire qu'il faut déjà pas se rater, mais ça veut dire une préparation de saison qui est très contraignante, où tu peux avoir des décalages de niveau assez forts, de décalage de préparation assez forts, par rapport aux mecs qui décident de faire le Giro et le Tour de France. Donc parfois tu peux te retrouver en difficulté sur certaines courses, pas parce que tu es en retard dans ta préparation, mais tout simplement parce que ta préparation est différente et décalée dans le temps. Et il faut parfois réussir à le gérer et pas vouloir en remettre trop. Et puis il ne faut pas se rater sur la Vuelta. C'est-à-dire que quand c'est ton gros objectif de la saison, il ne faut pas se rater. Je trouve qu'il ne s'est pas raté. Ça commence déjà très bien avec Paris-Nice, par exemple. Mais j'ai envie de dire que Paris-Nice, la manière en plus dont c'est décanté Paris-Nice, c'était quelque chose qu'on savait qu'il était capable de faire. Encore une fois, Skjelmose, on savait qu'il était capable de tenir une semaine, on savait qu'il était capable d'être performant sur des côtes, on va dire, de deuxième catégorie. Ça, on sait qu'il est efficace là-dessus. Le défi cette année, c'était de savoir s'il allait être bon enfin en haute montagne. La réponse, on l'a eu, il a été bon en haute montagne. Que ça soit déjà l'étape de la colle sur Loup, où déjà, sur cette étape-là, il s'en est très bien sorti avec la victoire. Mais le lendemain, quand il fait la Madone d'Utel, dans des conditions extrêmement difficiles, là aussi, il a été bon et surtout, il ne s'est pas désuni. Parce que c'était, voilà, ça attaquait un peu dans tous les sens à un moment. Bon, Tour du Pays Basque, là, on sait que c'est un classique. Il est presque même décevant sur le Tour du Pays Basque, parce que comme je disais, avec la chute, on aurait presque pu s'attendre à ce qu'il aille chercher la victoire, parce que beaucoup de coureurs avaient été éliminés et il n'a pas réussi à battre Rodriguez et il n'a pas réussi à battre Ayuso. Il a une dernière journée qui est difficile sur ce Tour du Pays Basque à Eibar, où il n'arrive pas à tenir les meilleurs, où il souffre un petit peu, il explose un petit peu ce jour-là. Ensuite, Tour de Suisse, premier du classement des jeunes, troisième du général. Là, tu sens que ça monte bien en puissance. Mais là, je me disais sur le Tour de Suisse, parce qu'il y avait un peu l'opposition face à Lenny Martinez au début. Puis bon, on a compris assez vite que Lenny Martinez n'était pas au top de sa condition physique. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas trop tôt en forme? Parce que normalement, son objectif, lui, c'était la Vuelta. Et je me dis, il est presque prêt pour un Tour de France. Et là, j'avais une petite réflexion qui me disait, est-ce qu'il s'y avait pas mis trop tôt? Petite déception aux Jeux Olympiques, seulement 14e du chrono et 17e de la course en ligne, où on sait que c'était un parcours qui pouvait lui convenir, mais peut-être un peu trop technique pour Matthias Skjelmose. Et puis après, la Vuelta, où il est monté en puissance au fur et à mesure de la Vuelta, un petit peu comme David Gaudu. C'est des mecs qui sont partis piano sur la première semaine, et puis qui ont vraiment été très bons ensuite. La deuxième et troisième semaine de Skjelmose, il est dans le top 5 en montagne. Largement le top 5 en montagne. Il a été hyper efficace sur les derniers jours de course. Grâce à cette préparation et le fait qu'il ait très peu couru. Il a 55 jours de course dans les pattes. Donc c'est vraiment pas grand chose. Mais encore une fois, il ne s'est pas raté sur son objectif. Il finit 5e.
très bon classement, qui reprend en plus David Gaudu sur la fin. Donc non, il a été hyper efficace. En plus, il finit 5e avec peu d'écart aussi sur un Carapace par exemple, pas très loin d'un Carapace. Voilà, à 5 minutes 49, c'est un écart qui est tout à fait raisonnable. Et il reprend bien David Gaudu sur la fin. Donc non, il a fait une belle année. Scalmoseux, c'est vrai que là je voyais en termes de points Pro Cycling Stats, c'est moins bien qu'en 2023. Mais en 2023, bon, il fait déjà le Tour de France qui amène toujours un petit peu plus de points. Je trouve qu'en 2023, son Tour de France c'est pas bien. Et là, je trouve que voilà, on avait des attentes très fortes sur lui. Moi, je me posais la question avant cette Vuelta de me dire, est-ce que c'est un coureur qui est pas seulement bon sur les classiques et comme puncher et qu'on essaye de le mettre grimpeur, que c'est pas forcément un registre où il est bon. Bah là, je trouve que cette année, il a été bon en altitude. Ça a été la différence entre le Schelmose de 2023 et le Schelmose de 2024. Je trouve qu'il a été bien meilleur en altitude, bien meilleur dans l'enchaînement d'école qu'il pouvait l'être auparavant. Donc ça veut dire qu'il a progressé. Donc c'est-à-dire que c'est un coureur qui va devenir maintenant très dangereux. On peut le dire que la Lidl l'a compris puisqu'il a un contrat jusqu'en 2026 dans cette formation-là. Donc il a encore 2 ans de contrat. Ça ne m'étonnerait pas que la Lidl veuille le conserver. Après, ça ne va pas être facile, hein. Il y aura beaucoup d'équipes sur le coup pour avoir Schelmose, parce que je pense que beaucoup d'équipes sont intéressées par ce coureur-là dans beaucoup de formations, mais parce qu'il a des qualités en plus qui sont assez hors normes au niveau de la vitesse pour un grimpeur. Enfin, pour un grimpeur puncher, il a vraiment des qualités de vitesse assez surprenantes, mais là, cette année, il a vraiment montré. Moi, ce qui fait la différence par rapport aux années précédentes, c'est pour moi ses qualités en haute montagne. C'est ça qui est la différence. Voilà, entre 2024 et 2023. On poursuit ce classement avec le concurrent numéro 7. Et ce concurrent numéro 7, c'est João Almeida, le coureur portugais de la UAE Team Emirates. Ça fait déjà 3 ans qu'il est chez UAE. Et oui, première année en 2022, coureur qu'on avait découvert pour certains en 2020 lors du Tour de Burgos. À ce moment-là, on était en post-Covid, en plein mois de juillet. C'était le retour du cyclisme et on avait vu Remco Evenepoel, mais on avait vu aussi João Almeida. Et on s'était dit, tiens, lui, il a un petit potentiel. Et puis il l'a confirmé ensuite sur le Tour d'Italie. Je trouve que c'est une bonne saison. Alors oui, il a un rôle d'équipier désormais chez UAE, donc c'est peut-être, ça marque moins de points que dans d'autres formes, que s'il était leader dans d'autres formations. Mais le travail qu'il a effectué sur le Tour de France, notamment autour de Tadej Pogačar, c'est un excellent travail. En étant lieutenant de Pogačar, il finit quand même 4e de la course. C'est quand même pas négligeable. Derrière, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Quand même du lourd. Bon, derrière, moi je suis déçu, c'est sa Volta, parce que oui, il abandonne beaucoup trop tôt. Et bon, ensuite il disparaît assez vite, hein, parce qu'il a assez peu couru au final après sa Volta, il a fait que les championnats du monde. C'est vrai que cette Volta, elle attriste un peu, parce qu'on sentait qu'il avait les capacités peut-être d'aller chercher la victoire sur cette épreuve face à Primoz Roglic, qu'il pourrait y avoir un match entre les deux. Surtout que je trouve que sur cette Volta, il avait corrigé un petit peu son problème de moteur diesel. Parce que c'est vrai que c'est toujours le souci de João Almeida, c'est le fait qu'il n'aime pas trop les changements de rythme, et surtout qu'il a besoin de temps. Il a besoin de temps, voilà. C'est un coureur qui est pas très efficace dans les montées assez punchy et qui a besoin de se mettre un peu dans le rythme. Il a besoin d'1 kilomètre, 2 kilomètres pour se mettre un peu dans le rythme. Et ça lui fait perdre parfois des courses. Ça, c'est clair et net à João Almeida. Mais sinon, la première partie de saison, elle est excellente. Que ça soit en tant qu'équipier de Pogačar, où je trouve qu'il a fait vraiment du très très bon travail. Je trouve aussi qu'il s'affirme un peu, hein, quand vous vous souvenez, quand il s'engueule avec Ayuso sur le Tour de France. Il n'y a pas que Adam Yates. Je trouve que c'est un coureur qui s'affirme de plus en plus dans le collectif de la UAE. L'année prochaine, il fera notamment Tour de France Vuelta, donc encore une fois en doublon de Pogačar sur le Tour de France. Mais bon, pourquoi pas aller chercher le podium ? C'est tout à fait réalisable.
Et puis, ouais, ça a fait partie des équipiers importants. Il y a eu Maïka sur le Giro qui a été important. Pour moi, Almeida, il a eu le rôle de Maïka sur le Tour de France. Il a eu un rôle de lieutenant hyper important pour aider son leader. Et bah, il a fait du très bon boulot, du très bon travail. Et il est toujours bon sur le chrono. Il n'a pas perdu son talent sur le contre-la-montre, Joran Almeida. Donc non, c'est une saison vraiment réussie. Voilà, il est à son niveau, il est à sa place, on ne peut pas le mettre plus haut dans le classement. Voilà, ça aurait été compliqué de le mettre à un niveau supérieur, parce qu'encore une fois, devant c'est du lourd, c'est vraiment du lourd hein, sur les 6 de devant. Ah, s'il y avait eu la Vuelta, il aurait peut-être pu faire partie du top 5. Mais bon, cette Vuelta a fait que bon, cet abandon sur la Vuelta joue un petit peu en sa défaveur dans le classement. Mais son année est tout à fait réussie à Joran Almeida. Et puis bah, j'espère que l'année 2025 le sera tout autant. Et puis pourquoi pas se venger sur la Vuelta 2025 et aller remporter son premier grand tour en carrière. Ça sera la grande interrogation de la Vuelta 2025. Et puis pourquoi pas sur le Tour de France 2025, hein, si, imaginons, Pogačar se rate complètement, eh bien, pourquoi pas un Almeida qui ferait le leader de ce cours, mais année très réussie. Voilà pour le coureur portugais. 6e coureur de ce classement, il fait partie de la Soudal Quick-Step. Mais n'ayez pas peur, il n'est pas belge, il est espagnol. C'est Mikel Landa. Bah, très bonne saison de Mikel Landa. En fait, ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, il fait déjà une bonne fin de saison. Vraiment, son Tour d'Espagne est très réussi et derrière, c'est du solide. Là, cette année, il a vraiment retrouvé des couleurs. Sa dernière année chez Bahreïn avait été très bonne, surtout par rapport aux années précédentes, je trouve. Et surtout cette dernière partie de saison où il avait été très solide, notamment avec cette Vuelta, parce que c'est vrai que son Tour de France avait été compliqué, mais j'avais dit à un moment où on avait l'impression qu'il était peut-être plutôt en fin de carrière en tant que leader, qu'il allait se poser en tant que numéro 2 de Remco Evenepoel, mais surtout en tant que simple équipier, même peut-être sur d'autres courses. Ça n'a pas du tout été le cas. Oui, il a été équipier de Remco Evenepoel sur le Tour de France, et encore, au final, il a fait assez peu de travail où il a défendu vraiment la place de Remco. Il a plutôt presque joué plus sa carte que celle d'être le lieutenant de Remco Evenepoel, parce qu'il a très bien joué sa carte personnelle, et pour moi, c'est son Tour de France le plus réussi dans sa carrière, parce que le plus régulier, aux avant-postes, 5e de la course, mais même sa Vuelta, où pourtant sur la Vuelta tu sens qu'il y a quand même un petit peu de fatigue, bah, il arrive quand même à finir 8e, et tu sens que pourtant il n'a pas l'équipe la plus solide autour de lui, il y a un petit peu de fatigue autour enfin voilà, dans les jambes, c'est pas évident pour Mikel Landa, mais je trouve qu'il finit plutôt bien la course. Hein, très clairement, et pourtant avec encore une fois une équipe où il y avait beaucoup de jeunes à l'intérieur et pas forcément beaucoup de personnes qui pouvaient l'aider en haute montagne, mais il a eu de l'aide de Cataneo, mais c'est vrai que Le Serre, Van Sevenant, Evervake, ça a été plus difficile. Et je trouve que ouais, il fait une belle année, Landa. Et si tu regardes en plus les courses de première partie de saison, il fait 2e du Tour de Catalogne, ce qui est vraiment un très très bon résultat pour lui. Bon, sur le Tour du Pays Basque, il est pris dans la fameuse chute, ce qui fait qu'il est obligé d'abandonner. Mais il fait un Grand Dauphiné aussi, avec là encore l'objectif d'aider de prendre de l'expérience et de trouver son rythme et d'aider Remco Evenepoel. Tu sens qu'à ce moment-là, en plus, ils sont pas encore peut-être au top de la forme. Sur le Tour de France, c'est vraiment très très réussi, mais c'est pour moi peut-être la saison la plus solide sur la distance de Landa. C'est-à-dire que des fois, on le voyait beaucoup à une période de l'année, et puis après, il s'écroulait un petit peu. Là, je trouve qu'il a été très régulier pendant toute l'année. Pour moi, la seule déception, c'est peut-être le Tour de l'Algarve,
C'est vrai qu'il est très discret. Et puis les derniers jours de la Vuelta, où tu sens que sur certaines étapes, il a un peu plus de mal. Mais je trouve que sinon, sa saison est totalement réussie. Et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. C'est-à-dire que je me disais, bon, ça va être un très bon lieutenant pour Remco Evenepoel, mais je m'attends pas à plus, quoi. Je m'attends pas à le voir performer quand il serait leader. Je disais, bon, voilà, il va être équipier de Remco. C'est un renforcement de poids autour de Remco Evenepoel, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse top 10 du Tour, top 10 de la Vuelta, qu'il fasse top 5 sur le Tour de Catalogne. Non, je m'attendais pas à ça. Il a été très bon cette année. Malgré ce rôle d'équipier, eh bien, il a réussi à être performant. Et puis, je pense que le fait de ne pas être le leader de l'équipe, ce qui a été le cas chez Bahreïn, ce qui a été le cas chez Movistar, ça lui a donné plus de liberté et moins de pression sur les épaules. Parce que c'est vrai que chez Sky, il était... enfin, pas chez Sky, mais depuis qu'il avait quitté Sky, pardon, il était souvent leader. Et puis même chez Sky, il avait été leader sur le Giro. Landa, il était leader quand il n'y avait pas Froome. Et c'est vrai que je trouve que là, il s'est peut-être libéré d'un poids qui lui pesait sur les épaules depuis très longtemps, d'être leader d'une équipe, parfois leader unique. À la Bahreïn Victorious, des fois, c'était lui le leader unique. Il faut aussi le dire qu'il y a eu moins de chutes cette année du côté de Mikel Landa, qui était quand même habitué à tomber de tomber quand même régulièrement. Et surtout, Landa, il avait tendance à faire des grosses chutes. Cette année, bon, à part la chute sur le Tour du Pays Basque, encore une fois, celle-là, elle était dure à éviter. Hein. Sinon, il a réussi à éviter les problèmes sur toutes les autres courses. Il finit 2 grands tours dans la même saison et avec un bon niveau. Donc pour moi, c'est une belle réussite cette année-là pour Mikel Landa. Et on verra en 2025, parce que déjà, est-ce qu'il va prolonger après 2025 parce que Landa, c'est quand même un coureur qui est en World Tour depuis 2011. Donc ça fait, bientôt 15 ans qu'il va être en World Tour sans discontinuer. Donc ça va être une réflexion autour de Landa, de se dire, est-ce que je continue, est-ce que je veux pas faire la saison de trop aussi, ce qui peut parfois arriver. Donc ça sera la grande réflexion pour Mikel Landa. Mais à 35 ans, pour le moment, ça performe bien. Ça matche bien au niveau des compétitions. Donc non, c'est une belle année pour Mikel Landa. Et je trouve qu'en termes de résultats, ça a été excellent. Donc bravo à lui. Et bravo à Soudal. Et je crois que ça doit être l'un des derniers gros recrutements de Patoche. Il a eu la bonne idée de lui demander d'être équipier. Parce que je pense que c'est Patoche qui a eu cette idée-là. C'est l'une des dernières grosses recrues de Lefebvre. On va voir aussi, parce que avec le départ de Lefebvre chez Soudal Quick-Step, il va y avoir des nouvelles têtes. Ça va changer le fonctionnement de l'équipe. Et on va voir si des coureurs vont pas vouloir aller ailleurs. Est-ce que ça va si bien se passer que ça? Moi, je me dis, bon, Lefebvre, j'avais l'impression que je gérais plus tant de choses que ça, mais c'est quand même un mec assez jeune qui va être à la tête de la structure. Qui n'est pas un mec qui vient du cyclisme, hein. C'est un mec qui vient des finances. Donc on va voir comment ça va se passer pour cette formation. Est-ce qu'il n'y aura pas des départs? Parce que forcément, tu peux potentiellement faire des erreurs dans ton style de management. Donc il faudra, pour gérer l'équipe, il faudra être intelligent, et peut-être qu'il y aura des erreurs. Après, Lefebvre aussi faisait des erreurs, mais là, peut-être qu'il y aura moins l'aura de Lefebvre pour cette personne-là pour gérer l'équipe. Donc ça sera plus problématique s'il fait des erreurs. On poursuit avec un coureur d'une équipe française. Le seul coureur d'une équipe française dans ce top 10, eh bien, c'est un Australien de la Decathlon AG2R. C'est Ben O'Connor qui va rejoindre la Jayco Alula l'année prochaine, mais qui était chez Decathlon AG2R depuis 4 ans. Quelle saison de Ben O'Connor! Entre sa 2e place sur la Vuelta, sa 4e place quand même sur le Giro,
qui est presque la course la plus décevante pour moi, où il a été bon également sur l'UAE Tour, où il perd la victoire seulement face à un grand Lennart Van Etvelt. 4000 points quand même marqués sur l'année, Ben O'Connor. Il a fait partie des meilleurs coureurs sur la saison. Il n'y a que les 4 ogres, grosso modo, qui sont devant lui. Enfin, 4 ogres. Il y a des demi-dieux devant et on va dire un qui est un peu en dessous encore. Mais Ben O'Connor, c'est un coureur un peu comme Carapaz déjà, qui continue à oser, à attaquer et à être offensif. Sa victoire à Jebel Jais, sa victoire également sur la Vuelta le montre, sur des stratégies qui sont efficaces. Sa victoire également sur le Tour de la région de Murcie, où c'est à chaque fois des victoires importantes et où il part de loin. Enfin, où il part de loin, où il tente des choses, surtout, parce que Jebel Jais, il part de loin par rapport à la difficulté, par rapport au sommet de la difficulté, mais il part à 4 km et demi, 5 km. Mais ça marche bien. Et puis, ouais, non, il a été c'est quand même exceptionnel quand vous regardez. Il est quasiment jamais sorti sur les courses par étapes. Il n'est pas sorti du top 10. Il est vice-champion du monde, deuxième de la Vuelta, vainqueur du contre-la-montre par équipe mixte des championnats du monde. Son pire résultat, c'est 51e de la course aux Jeux Olympiques, mais c'était pas vraiment un profil qui lui convenait. 11e du Tour de la Classica San Sebastian, 4e du Tour d'Italie, 2e du Tour des Alpes, derrière Juan Pedro Lopez, mais peut-être plus régulier dans les résultats que Juan Pedro Lopez, qui avait surtout fait un grand coup sur une étape sous la pluie. 5e de Tirreno Adriatico également, et puis donc sur l'UAE Tour, où il prend la 2e place, face à du très grand Van Etvelt, encore une fois, sur la dernière étape, qui arrive à faire la différence. Mais la saison de Ben O'Connor est extrêmement réussie, surtout par rapport aux années précédentes. C'est sûr qu'il y a une différence par rapport aux années précédentes, oui. Il y a un gap énorme au niveau résultat, qui est dû à quoi? Qui est dû déjà à l'âge qui progresse, donc plus d'expérience, moins de pression sur les épaules, parce que cette année, c'était surtout Félix Gall qui avait cette pression-là de leader de l'équipe. Lui, il n'a pas eu le Tour de France, donc Tour d'Italie, Tour d'Espagne pour une équipe française, même si c'est des 4 mois G2R, tu as quand même un peu moins de pression sur les épaules. Très bien entouré aussi, il faut bien le dire, notamment par les frères Paré-Peintre, qui ont fait du très grand travail cette année. Et puis, des jambes de feu. Des jambes de feu, un nouveau vélo plus efficace que l'ancien, aussi, hein, le vélo Van Driesel. Et puis, oui, une efficacité qui a été dingue. Des chronos qui n'ont pas été mauvais non plus. Il fait des bons chronos cette année, Ben O'Connor. Des performances en montagne qui étaient vraiment excellentes. Dommage sur le Giro parce qu'il est un peu en dessous des meilleurs coureurs. Il n'est pas en capacité de suivre les meilleurs à chaque fois. C'est la seule déception que j'aurais. Sur le Tour d'Espagne, quoique sur le Tour d'Espagne aussi, il n'est pas en capacité de suivre les meilleurs sur certaines étapes, mais qui s'accroche super bien. Et puis, de toute manière, il ne fallait pas lui laisser 5 minutes d'avance non plus à Ben O'Connor. Mais pour moi, ça fait partie des meilleurs grimpeurs parce que son début de saison est vraiment canon. Que sur le Giro, il est juste en dessous des meilleurs, mais il est quand même efficace. Sur la Vuelta, c'est vrai que c'est plus compliqué, notamment en milieu de deuxième semaine. Mais il arrive quand même à en remettre, notamment au Picon Blanco, et à s'accrocher et à garder cette deuxième place au général après sa victoire d'étape à Junquera. Et puis oui, il a été super régulier pendant toute l'année, quoi. Enfin, il a été hyper efficace. Voilà, hyper efficace, très performant. Moi, j'ai adoré sa saison à Ben O'Connor. Donc, j'espère qu'il arrivera à faire ça avec Jaiko Alula. Où là, il aura un objectif Tour de France, où là, il aura un rôle beaucoup plus de leader. Parce que c'est vrai que chez Jaiko Alula, il perd Simon Yates. Donc ça change beaucoup d'équipe même. Et il y aura toujours Eddie Dunbar. Hein, mais c'est vrai que le fait de ne plus avoir aucun des frères Yates
C'est la première fois que ça arrive depuis longtemps dans cette structure. Mais il retourne au pays dans une équipe très australienne quand même si elle s'est quand même pas mal internationalisée. Et puis je pense qu'il avait envie. Voilà, il avait envie de... Enfin, c'est comme les coureurs français qui ont envie de revenir dans des équipes françaises au bout d'un moment. Tu vois, Christophe Laporte, ça lui arrivera peut-être à un moment de se dire bon voilà, je suis chez Visma, mais j'ai envie d'aller chez Marc Madiot, j'ai envie d'aller, je sais pas, chez Cofidis, de retourner chez Cofidis. Bon, là, du côté de Ben O'Connor, il y avait l'appel du pays, gagner dans une équipe australienne des grandes courses, ça a quand même de la gueule pour Ben O'Connor, mais... Et puis, c'est vrai que c'est un coureur qui avait commencé dans une équipe qui s'appelait Jayco AIS World Tour Academy. Une équipe voilà, qui réunissait des jeunes talents australiens. Il y avait notamment Jane Lay dans cette équipe-là, Michael Storer ou Callum Scotson. Mais lui, il n'avait pas rejoint l'équipe 1 de la Jayco. Voilà, il n'avait pas réussi à faire ça. Il n'avait pas été recruté et je pense que voilà, ça lui manquait un petit peu, c'était un peu une frustration pour lui. Donc, vous savez, c'est comme ces pilotes de sport mécanique qui sont passés dans les équipes de développement, mais pas dans l'équipe 1, et qui ont toujours envie d'aller dans l'équipe 1 un jour ou l'autre. Ben là, c'est un petit peu pareil pour Ben O'Connor. Voilà, il avait envie d'un jour intégrer cette équipe 1, cette équipe Jayco Alula, et puis retrouver peut-être aussi un petit statut de leader qu'il a un peu perdu qu'il a perdu cette année. Statut de leader indiscutable qui va regagner chez Jayco Alula, et c'est vrai que encore une fois Félix Gall avait pris ce rôle-là du côté de Decathlon sur cette année 2024, même si ça lui a pas vraiment réussi au coureur autrichien. Le quatrième de ce classement, c'est le vainqueur d'un grand tour cette saison, pour la 4e fois de sa carrière. C'est Primož Roglič, lui qui venait d'arriver cette année chez Red Bull pour Hansgrohe. Ça s'est plutôt bien passé sur la Vuelta, même s'il a fallu vraiment cravacher. Mais ce qui a donné une Vuelta plus spectaculaire et un Roglič qui... a vraiment dû y aller au forceps, quoi. Ça n'a pas été un grand tour donné. Non, c'est un grand tour qu'il a dû aller chercher. Parce que quand vous prenez tout de suite 5 minutes de retard, eh bien, il faut aller les récupérer. Et face, encore une fois, à un coureur qui a été bon cette année, qui était Ben O'Connor. Et il a fallu attaquer, réattaquer. Et je trouve qu'il a été bien plus offensif que d'habitude. Sur le Tour de France, bon, ça a été compliqué son Tour de France, compliqué. Sa fin de Tour de France a été compliquée, avec la chute, avec la perte de Vlasov. Une étape du Lioran où tu sens qu'il a quand même, il est dans l'impossibilité de suivre les trois de devant. Puis après, bon, cette chute à Pau, il était déjà tombé au Lioran, mais cette chute à Pau qui lui coûte extrêmement cher. C'est dommage parce qu'il avait été très bon sur le contre-la-montre. Il avait été bon également à Valloire face à Remco Evenepoel. Dommage aussi parce qu'il avait fait un très bon Dauphiné avec 2 victoires d'étape et une victoire au général et au classement du maillot vert. Ça avait été plus compliqué par contre sur Paris-Nice en tout début de saison. Sur sa première partie de saison, c'est vrai que Paris-Nice et le Tour du Pays Basque, où il est dans la chute, même si lui il a eu moins de séquelles que d'autres, ça a été plus compliqué. Dommage le Tour de France. Voilà. C'est vrai que ça reste une frustration pour moi parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné Roglič en 3e semaine. Est-ce qu'il aurait été en capacité d'aller chercher un Remco Evenepoel, ou est-ce qu'il aurait été en capacité d'aller chercher un Jonas Vingegaard sur la 3e semaine? Ça, c'est un peu la frustration que j'ai de ne pas l'avoir pu le voir. Mais sa Vuelta, elle est vraiment super bien. Derrière, son Dauphiné, il est aussi hyper dominateur. Pour moi, c'est une bonne saison. Et encore une fois, il changeait d'équipe. Il changeait de statut aussi. Parce que chez Jumbo-Visma, il y avait Vingegaard sur la fin. Donc, c'était plus le leader unique. Au final, il n'est pas resté longtemps avec un statut de leader unique. Parce qu'au départ, il y avait Kreuzweig. Il y avait Kelderman. Bon, ensuite, il a remplacé un peu ces mecs-là.
Donc il est devenu leader unique à partir de 2018, mais ensuite il y a eu Vingegaard qui est arrivé, donc il est devenu leader unique pendant 3 ans, je dirais, face à Vingegaard. Et c'est vrai que je pense que chez Visma, tu avais bien compris que sur la Vuelta 2022, il ne s'entendait plus avec la Visma et il avait envie de partir. L'année 2022 avait été très compliquée pour lui dans la structure, il y avait eu beaucoup de chutes, il y avait eu beaucoup de problèmes et surtout des problèmes de relationnel, des problèmes de confiance. Et il ne pouvait pas rester. Et chez Red Bull, on sent que l'équipe aussi avait envie de faire les choses un peu différemment et avait envie d'avoir un leader un peu différent que ce qu'ils avaient pu avoir auparavant. Et puis, Jutta Brook est parti, mais on a compris aussi qu'il y avait une envie de transmission, j'ai l'impression, chez Roglic, avec Lipovic notamment. Et je trouve que cette année, je l'ai trouvé plus détendu que d'habitude sur le Tour de France. Sur la Volta, c'était un peu plus compliqué encore une fois parce qu'il y avait ce retard, mais sur le Tour de France, j'ai trouvé plus détendu qu'à l'époque où il était chez Visma, où tu sentais que parfois il y avait quand même une grosse pression qu'on lui mettait sur les épaules. Et puis, ouais, j'ai l'impression qu'il se sent mieux chez Red Bull. Voilà, que quand il était chez Visma. J'ai l'impression que l'entourage de cette équipe lui convient mieux. J'ai l'impression qu'il a moins de pression sur les épaules, qu'il est plus content en fait de courir. Ce qui semble assez fou, hein, mais j'ai cette impression-là, voilà, du côté de Primoz Roglic. Et ouais, sa Volta, ça a été la plus dure à conquérir. Là, il a été vraiment la chercher au forceps. Il y a des fois, il y a des Voltas où il était largement au-dessus du lot. Là, non, il a dû vraiment cravacher. Ça a été une course difficile pour lui. Mais je pense qu'aussi mentalement, il a changé Roglic avec sa victoire sur le Giro l'année dernière. Qui est une victoire qui est compliquée sur le Giro l'année dernière. Parce qu'il est en début de course, il est vraiment pas au top. Enfin voilà, tu sens que le début de course est vraiment très compliqué. Qu'il n'est pas le plus efficace, voilà, sur le début de sa course. Et il arrive au fur et à mesure à progresser, à profiter également des chutes de certains. C'est clair et net, mais je trouve que physiquement il progresse au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il profite aussi du fait que certains décident de ne pas attaquer. C'est quand même une course qui est un peu une course d'attente, hein, ce Giro 2023, pardon, c'est une course d'attente. On se retrouve à avoir Geraint Thomas qui a le maillot de leader, mais sans forcément dominer. Et au fur et à mesure de la course, il va de mieux en mieux, Primoz Roglic, jusqu'à être quand même impressionnant sur les dernières étapes, avec un grand Sepp-Kuss, il faut bien le dire aussi, mais assez impressionnant sur les dernières étapes. Et puis après, bon, il y a ce contre-la-montre à Montelussari où il est au-dessus. Mais voilà, sur ce Giro-là, je pense que ça débloque un peu quelque chose dans sa manière de courir, où il se dit, bah, même si je ne suis pas le plus fort, je suis quand même peut-être en capacité d'aller faire des bonnes choses. Jusqu'à maintenant, je pense que jusqu'à ce moment-là, Primoz Roglic se disait, faut que je sois le plus fort. C'est-à-dire, si je sens que je ne suis pas le plus fort, j'ai impossibilité de gagner. Et là, la différence, c'est que pour moi, il se dit, ah bah, je suis peut-être pas le plus fort, mais j'ai quand même réussi à aller chercher le Giro. Il y avait peut-être plus fort que moi, mais en courant, peut-être en étant plus derrière, en préparant les choses de manière différente, j'ai réussi quand même à m'imposer. Et je pense que sur cette année, fin de deuxième partie d'année 2023, ça change la donne, notamment sur la Vuelta aussi, où il fait une très bonne Vuelta, même si Sepp-Kuss s'impose. Et je trouve que ce qui a changé la donne sur cette année 2024, c'est de se dire, je suis peut-être pas avec l'équipe la plus forte, je suis peut-être pas le plus fort, mais bon, je suis en capacité de faire des grandes choses. Et il fait des grandes choses sur la Vuelta. Et il y a aussi ce côté transmission. Je trouve qu'avec Lipovic, il y a un vrai côté transmission, je trouve, entre les deux, qu'il n'y avait pas avant chez Visma. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas notamment... Enfin, avec Vingegaard, j'avais pas ce sentiment-là. J'avais le sentiment qu'il avait peur de perdre sa place de leader avec Vingegaard.
Là, j'ai l'impression qu'avec Lipovic, c'est un vrai côté transmission. J'ai l'impression. Mais l'année de Roglic a réussi. Mais dommage le Tour de France. Et puis, j'ai envie de dire que sur le Tour de France, moi j'avais l'impression que c'était un peu le quatrième larron, jusqu'à son abandon. Mais j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner en troisième semaine. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un petit retournement de situation en troisième semaine avec un Roglic qui progresse physiquement et peut-être un ou deux leaders qui s'écroulent sur une étape face à des attaques de Roglic, on ne sait jamais. Avec du cyclisme fiction, on peut vraiment avoir des miracles parfois. Mais j'aurais bien aimé voir ça. Podium! Podium des meilleurs grimpeurs de l'année. Un coureur qui est en ce moment est souffreteux, comme on pourrait dire, à cause de la poste belge. C'est Remco Evenepoel. Et oui, mais Remco, quelle saison de Remco Evenepoel. Bon, certes, le doublé aux Jeux Olympiques, où il a été costaud, mais les progrès qu'il a fait cette année en montagne, pour moi, c'est le grand tour le plus réussi de sa carrière, le Tour de France. Par rapport au Tour d'Espagne, c'est largement mieux. Et pourtant, le Tour d'Espagne, il l'a gagné, mais je trouve que sur ce Tour de France-là, il a fait preuve d'une grande maturité, d'une grande intelligence. Et surtout, il ne s'est pas énervé. C'est-à-dire qu'il avait souvent tendance un petit peu à s'agacer, à s'énerver au bout d'un moment dans les grands tours. Je me souviens quand il gagne la Vuelta, à des moments où il y a des gros moments de doute et des gros moments un peu d'énervement, de colère. J'ai l'impression qu'il les a pas eu cette année sur le Tour de France. Il a été très régulier et il s'est jamais écroulé. Et pourtant, il y a des étapes où je me dis, l'étape du Lioran, je me dis, oh putain, l'étape du Lioran, les deux partent comme des fusées à l'avant. Et je me dis, comment il va réagir sur cette étape-là. Eh bien non, il s'est pas écroulé. Et puis pareil sur l'étape du plateau de Bay. Pourtant sur un terrain qui est peut-être pas forcément là où il est le plus efficace. À Valloire, l'étape de Valloire, elle est intéressante. Parce que dans la descente, il est complètement largué. Il descend complètement à l'envers, l'étape de Valloire. Enfin, la dernière descente, là, c'est un cauchemar pour lui. La redescente vers Valloire. Et pourtant, il s'accroche. Il va s'accrocher jusqu'au bout. Il arrive à sortir en deuxième place. Alors qu'il est complètement à l'envers. Mais je trouve qu'il y a eu vraiment un vrai progrès pour lui. Et pourtant, j'avais peur avant le Tour de France, parce que son Dauphiné n'avait pas été très bon. Il m'avait fait peur, son Dauphiné. Si tu regardes bien, son Dauphiné, il est dur. En montagne, il a du mal à avoir un gros coup de pédale. Et puis surtout, il y avait ces fameuses interviews où il disait j'ai 2 kilos en trop. Et moi, j'avais dit putain, perdre 2 kilos en 3 semaines, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque, ça peut être très compliqué. Physiquement, ça peut être une erreur. Tu peux perdre de la puissance, voilà, parce que ça veut dire contraindre le corps, ça peut fatiguer énormément le corps, ça peut être une mauvaise idée. Et bah, il s'avère que je me suis trompé, parce qu'il a réussi à bien le gérer. Cette perte de poids, il a réussi à bien la gérer. Très bon Paris-Nice aussi cette année. Paris-Nice, bon, il y a Jorgensen qui est devant, mais en gros, il a été hyper efficace également sur Paris-Nice. Sur le Tour de l'Algarve, il tombe sur un énorme Daniel Felipe Martinez sur cette épreuve-là. Un Daniel Felipe Martinez qui sera très efficace ensuite sur le Tour d'Italie. Donc, pour moi, il fait une grande saison. Déjà, en général, il fait une grande saison. Si on devait nommer le coureur de l'année. Mais je trouve qu'en montagne, il a juste été battu par les deux de devant, par les deux spécialistes devant. Mais en gros, il n'est pas très loin. Il est pas très loin. Pour moi, il a été meilleur que Roglic. Pas seulement parce que dans leur confrontation sur Paris-Nice, il est devant. Paris-Nice, pour moi, Roglic était loin d'être au top. Mais sur le Tour de France, je trouve qu'il est plus efficace. Donc, voilà, je trouve qu'il est devant Roglic sur cette année-là, même si sans prendre en compte
voilà, les classiques de fin d'année, ce genre de choses. Tiens, par exemple, le Tour de Lombardie, je pense qu'il y a quelques années, il se serait énervé. Non, bah là, il s'est dit, oui, je peux pas aller chercher Pogacar. Bon, bah voilà, je fais ma course, tout simplement. Mais je trouve que oui, il a fait une grande saison. Voilà, ça a été la saison de la maturité. Voilà, si je devais qualifier la saison de Remco Evenepoel, pour moi, c'est vraiment la saison de la maturité. Et c'est le Tour de France. C'est le grand tour. Ce Tour de France a été le grand tour de la maturité aussi. Pour moi, dans la manière dont il a construit sa course, dans la manière dont il a fait les choses, il a été vraiment très, très efficace. Enfin voilà, il a été très intelligent. Donc pour moi, c'était très bien, voilà, la course de Remco Evenepoel. Donc voilà, très belle année de Remco en 2024. Et puis bah, le doublé aux Jeux Olympiques, fallait le faire aussi. Bon là, c'est pas du côté de la montagne, c'est pas vraiment des talents de grimpeur, mais il fallait le réaliser. Et puis surtout, il fallait réussir à redémarrer derrière. Alors à part les championnats du monde où il s'est un peu raté, ça on va pas se mentir. Mais derrière, Tour de Lombardie, il est présent, hein. Donc il a fait une saison pleine. Il a fait une saison pleine du premier jour de course au dernier jour de course. Ça aussi, je trouve vraiment qu'il y a eu des vrais progrès, voilà, du côté de Remco. Et puis surtout, son Tour de France était important parce que son Tour d'Espagne l'année dernière avait été compliqué. Enfin, compliqué, c'est-à-dire que dans le cas où on pensait qu'il allait jouer le général et puis bah, il avait eu un énorme coup de moins bien sur les étapes en France, voilà, avec le col du Tourmalet où il avait complètement craqué et ensuite il s'était reconcentré sur la victoire d'étape. Il avait été très fort sur la victoire d'étape et on se disait, bon voilà, c'est le Tour d'Italie, il avait dû abandonner avec la Covid. Donc on se demandait, bon voilà, ses dernières expériences sur les grands tours n'avaient pas été excellentes. C'était un premier Tour de France, en plus il y avait une particularité Remco, c'est d'avoir assez peu couru en France. Donc il avait même fait des courses en France cette année, notamment par Nice. C'était l'idée de connaître les routes françaises et un petit peu la manière de fonctionner des courses françaises, parce qu'il disait, voilà, j'avais eu assez peu d'expérience dans ce domaine-là, et donc c'était loin d'être évident en début d'année, avec en plus ce projet Jeux Olympiques aussi, et tu savais que ça a été une année où il voulait aller chercher le titre de champion olympique. Bah, je trouve qu'il a tout réussi. Il a tout réussi, à part les championnats du monde. Voilà, mais sinon, il a tout réussi dans sa saison. Donc je trouve qu'il a été d'une efficacité remarquable, Remco Evenepoel. Et encore une fois, voilà, saison de la maturité. C'est l'album de la maturité, mais c'est vraiment ça pour Remco Evenepoel. C'est la saison de la maturité cette année. Deuxième de ce classement, médaille d'argent comme sur le dernier Tour de France, battu par un concurrent qui a quand même fait une saison exceptionnelle cette année. C'est Jonas Vingegaard, le Danois. Il y aura toujours la frustration de cette année de se dire, s'il n'y avait pas eu la chute, qu'est-ce que ça aurait donné Jonas Vingegaard? Est-ce que Pogacar aurait autant dominé sur la saison? Et si Pogacar n'avait pas dominé le Tour de France, est-ce qu'il aurait autant dominé la suite de la saison? On ne sait pas. C'est le problème de cette chute qui nous a peut-être emmené à enlever un gros duel. Parce que quand on regarde son début de saison à Vingegaard, bon, il domine Grand Camino, il n'y a que Lenny Martinez qui essaye un peu de le suivre, hein, et qui a quand même du mal. Il domine Tirreno Adriatico en montagne, et pourtant il a un premier contre-la-montre qui n'est pas exceptionnel du côté de l'Idio di Camure. Et puis il y a cette chute sur le Tour du Pays Basque. Cette chute. Et vraiment un coup d'arrêt, parce que son début de saison, il était vraiment extrêmement réussi. Et s'il gagne le Tour du Pays Basque, peut-être que voilà, même Pogacar qui n'était pas sur la course, mais Roglic peut-être fait pas la même saison. Enfin voilà, s'ils sont dominés pendant 4 jours de course, c'est peut-être plus la même du côté de cette épreuve. Sauf qu'il y a la chute. Il y a la chute lors de cette 4e étape et ça change la donne de sa saison forcément. Parce qu'il est obligé d'avoir une grosse période de rééducation. Ce qui fait qu'un peu comme Pogacar en 2023, il n'arrive pas à 100% sur le Tour de France. Et surtout, il arrive sans avoir une préparation faite correctement. C'est-à-dire qu'il lui manque du temps sur le vélo. Il n'a pas pu reconnaître les étapes. Donc il ne connaît pas toutes les montées. Et on sait l'importance de connaître, je dirais pas chaque kilomètre carré du Tour de France, mais en montagne, ça compte énormément. Sur certaines étapes, il ne connaissait pas les arrivées.
où il les avait pas faites depuis quelque temps. Donc forcément, ça a été un énorme désavantage par rapport à Pogačar. Je pense aussi qu'il est peut-être arrivé en forme. Enfin, il a pas géré son pic de forme comme il le souhaitait. J'ai l'impression. Voilà, j'ai cette impression-là que ça a été compliqué avec son pic de forme du fait de cette rééducation qu'il avait du mal. Voilà, avec la gestion de sa forme, parce qu'il n'était pas habitué aussi à être dans cette situation-là. C'est vrai qu'un leader, normalement, et surtout à la Visma, son programme, c'est presque au cordeau ces dernières années du côté de la Visma. Là, il a fallu improviser au niveau du programme. Et j'ai l'impression qu'au niveau de l'improvisation, ça a été plus compliqué. Voilà, il a un peu souffert de ce côté-là. Du côté et j'ai l'impression qu'il a eu du mal à finir. Parce que même s'il gagne le Tour de Pologne en fin d'année, je trouve que c'est pas une victoire éclatante, voilà, sur le Tour de Pologne. C'est pas une victoire de démonstration. Or, vu les adversaires qu'il avait au départ, normalement il doit gagner avec plus de marge que ça. Il gagne avec 13 secondes sur Ulissi et 20 sur Kelderman. Ce qui n'est pas énorme, au final. Pour moi, il a eu du mal à finir son Tour de France. Il a un peu souffert sur la fin, physiquement. Parce que il est arrivé peut-être un peu trop tôt en forme. C'est-à-dire qu'en fait, son pic de forme, c'est peut-être le Durand sur cette année-là. Et c'est là où c'est là où tu vois que la chute a eu un impact sur son année. Après, est-ce qu'il y a qu'un mec qui a été meilleur que lui cette année? Les autres, ils sont derrière. Et encore une fois, il est meilleur que lui, peut-être aussi parce qu'il y a cette chute. Donc, est-ce qu'on peut être déçu de la saison de Vingegaard? Non. Parce que en avril, moi, je me posais vraiment la question de savoir est-ce qu'il allait repartir, hein. Est-ce qu'on allait le revoir? Est-ce que ça allait pas faire comme Bernal? Alors, je pense encore une fois que la Visma Lease a Bike nous a fait un petit coup de communication ou un peu de pleurnichage, on va dire, sur Jonas Vingegaard. Mais quand même, il y a un moment, je me posais vraiment la question de savoir est-ce qu'il allait être en capacité de redémarrer? Et il a été en capacité de redémarrer. Et c'est ce qui fait la grande différence pour Jonas Vingegaard. Et ce qui fait que son année 2024, même si elle n'a pas été facile, pour moi, elle est réussie. Elle est réussie par son début de saison. Elle est réussie par son Tour de France. Deuxième d'un Tour de France, c'est déjà réussi, hein. Enfin, quand on est dans le top 3 du Tour de France, il faut déjà y aller. Et encore une fois, il est tombé sur plus fort que lui. Mais la question est de savoir, est-ce que même s'il avait eu une saison sans problème, est-ce qu'il aurait pu battre Pogačar? Vu comment Pogačar a été fort en fin d'année. Vu comment son équipe a été forte sur le Tour de France. C'est pas si sûr. Hein, donc c'est là. Pour moi, voilà, il a fait du bon boulot. Même s'il n'était pas toujours à 100% de ses capacités, il a fait du bon boulot. Et même si c'est une année qui est en retrait par rapport aux années précédentes et surtout par rapport à l'année 2023, ça reste une grande saison encore du côté de Jonas Vingegaard. Et puis c'est peut-être une saison qui va le faire progresser dans l'avenir. La manière dont il a géré ce coup dur de cette chute, ça va peut-être lui permettre de relativiser, d'appréhender les courses peut-être en se mettant moins la pression sur les épaules. Parce que des fois tu sens qu'il a une pression, mais c'est presque... Enfin, ça en fait presque mal au cœur quand tu le vois, quoi. La pression qui se met, elle est dingue. Et peut-être que là, ça va lui faire appréhender les choses différemment au niveau mental. Et ça va peut-être le renforcer mentalement. Parce que je pense que le seul domaine où il pêche un petit peu, Vingegaard, c'est au niveau du mental. Et je pense que ça va peut-être changer la donne avec cette chute et la manière dont il est revenu. Ça va peut-être lui donner énormément de confiance en lui et lui enlever de la pression, voilà, sur les épaules du côté de Jonas Vingegaard. On passe aux mentions honorables avant d'avoir le grand vainqueur de cette vidéo. Mais normalement, si vous avez suivi l'année cycliste, je pense que vous avez une petite idée de qui est le grand vainqueur de cette année 2024 du côté des grimpeurs. Premier dans ces mentions honorables, c'est Daniel Felipe Martinez, coureur également de la Bora. Très bonne saison sur le Giro, où il a été très fort sur le Giro.
Il a été très fort également sur le Tour de l'Algarve. C'est l'un des rares qui a battu quand même Remco Evenepoel. Et à 2 reprises. En plus, il a battu Remco Evenepoel sur des arrivées très punchy. Champion de Colombie également du contre-la-montre du côté de sa saison. Et puis deuxième du Tour d'Italie. Sans avoir jamais démérité, mais sans avoir été en mesure d'aller chercher Pogačar. Hein. C'était un peu le meilleur des autres. Il regrettera peut-être le temps perdu un petit peu lors de la première étape et puis lors du premier contre-la-montre à Perugia où ce jour-là Pogačar avait été complètement au-dessus du lot, mais sinon en montagne c'est le seul qui, enfin ça a été le meilleur des autres hein, tout simplement sur cette épreuve. Après la deuxième partie de saison de Daniel Felipe Martinez est beaucoup moins bonne avec une Vuelta où il a été équipier, mais sans avoir vraiment un réel impact autour de Roglic, je trouve. Et puis assez peu de courses voilà, sur la fin de saison, à part ce Tour de Lombardie où il est un petit peu dans l'échappée. Mais sinon, ça a été une deuxième partie de saison qui a été moins bonne, mais sur la première partie d'année, il a été excellent. Daniel Felipe Martinez, qui va avoir une particularité l'année prochaine, il fera le doublé Giro Tour et Paris-Nice. Normalement, c'est prévu à son programme pour le coureur de la Bora. Mais voilà, s'il y avait eu une Vuelta, ou même s'il finissait dans le top 10 de la Vuelta, j'aurais mis oui, je l'aurais mis dans le classement. Mais je pense peut-être à la place d'Enric Mas. Mais là, le problème, c'est qu'il y a cette deuxième partie de saison qui est très pauvre en résultats par rapport à la première. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le classement. Antonio Tiberi, qui a fait un très bon Giro, 5e. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à être à ce niveau-là. C'est vrai que, voilà, encore une fois, pour moi, c'était la bonne surprise, la bonne révélation de ce Giro sur les 3 semaines, d'avoir réussi à tenir aussi longtemps en montagne. Je rappelle que de base, Tiberi, c'était plutôt un rouleur. Et il avait des qualités sur le contre-la-montre, mais il a décidé d'aller sur les courses de montagne. C'est vrai que ça avait déjà été impressionnant son Tour de Catalogne, notamment l'étape de Barcelone, où je trouve qu'il avait été très bon dans cette étape-là. Et puis 3e à Port-Aîné. 3e du Tour des Alpes et régulier, vraiment très régulier dans les étapes, hein, parce qu'il n'est jamais sorti du top 10 au niveau des résultats sur ces étapes-là. Premier du classement des jeunes, et puis bien entendu mon 5e du Giro, en étant là aussi très régulier. Ça fait pas de vague Tiberi, mais il arrive à être régulier. Là encore, c'est un peu comme Lenny Martinez et des coureurs. Je les attends en 2025 sur leur capacité à être offensifs. Pour l'instant, c'est des coureurs qui suivent. On sait que ce sont des coureurs qui suivent. Maintenant, j'attends que ces coureurs-là soient un petit peu plus offensifs. Lui, ça a commencé sur le Tour du Luxembourg, où lors de l'étape de Luxembourg, mais également l'étape de Differdange, il a été... l'étape de Differdange sur le chrono, il fait un bon chrono, mais sur l'étape de Luxembourg, c'est lui qui a été à l'initiative de cette attaque qui permet à David de Godu de s'imposer dans cette dernière étape et qui lui permet de s'imposer au classement général de cette course pour sa première victoire sur une course par étape dans sa carrière. On notera également une Vuelta qui s'est terminée beaucoup trop tôt. Là aussi, je crois que c'était la Covid pour lui, avec une 4e place à Cazorla, une 8e place au Puico Huellarcas, qui était annonciateur peut-être d'un bon résultat ensuite, mais encore une fois il y a eu un abandon pour lui, coureur qui a un contrat jusqu'en 2027 du côté de la Bahreïn. On lui fait confiance et qui sera un adversaire de taille pour Lenny Martinez dans la hiérarchie de l'équipe, donc ça il faudra le prendre en compte. Marc Hirschi, intraitable sur les classiques, notamment son mois d'août qui a été exceptionnel, classique à San Sébastien, Bretagne classique, Grand Prix Industriel Artigianato, Grande Premio, Città di Peccioli, Memorial Marco Pantani, vainqueur également de la Coppa Agostini. C'est vraiment le spécialiste pour moi des semi-classiques italiennes, mais sur le Tour de Lombardie, il n'a jamais été si fort que ça sur le Tour de Lombardie, alors que c'est vraiment le profil du course qui lui correspond énormément. On espère que ça marchera un jour pour lui sur cette épreuve. Là aussi, on sent beaucoup de maturité chez Marc Hirschi à 26 ans. Même si il n'y a pas eu de tour de 3 semaines pour lui. Mais voilà, c'est pour ça que c'est compliqué à noter sa saison. Je ne l'ai pas mis parmi les top 10 parce qu'il n'y a pas de course par étape. Donc en soi, en montagne, on ne sait pas trop où il en est. Sur les grands tours qu'il a effectués, c'était un peu irrégulier normalement Marc Hirschi, avec parfois des difficultés à finir.
Mais sur les classiques, il a été intraitable, ça c'est clair et net. Sur ses qualités de puncher, il a été exceptionnel. Sauf sur la flèche wallonne, qu'il a abandonné, mais deuxième également de l'Amstel, 17e de Liège. En sachant qu'il a pas mal charbonné pour Pogačar sur cette épreuve-là. C'est quand même excellent. Mais voilà, il manque une course de 3 semaines, hein, tout simplement. Et puis surtout, il manque un statut de leader. Et ça, c'est ce qu'il aura chez Tudor l'année prochaine. Carlos Rodriguez. C'est mitigé. D'un côté, tu te dis oui, il a remporté le Tour de Romandie. Donc ça, c'est bien. Il fait top 10 sur les 2 grands tours auxquels il a participé, 7e et 10e. Mais j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu forcément une très grosse progression par rapport à son année précédente. Il gagne une étape sur le Dauphiné au plateau des Glières, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose sur les grands tours. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a manqué parce que sur les courses par étape d'une semaine, tu vois, il a été plutôt bon, sauf sur Paris-Nice où il passe à travers, mais et puis Grande Camino, mais Grande Camino, c'était compliqué cette année. Par contre, sur les grands tours, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel du tout. Donc, même sa 10e place sur la Vuelta m'a pas du tout impressionné. Voilà, j'ai trouvé que c'était moins bien que l'année d'avant. Malgré le fait qu'au niveau comptable, techniquement, Pro Cycling Stats dit qu'il a marqué plus de points au ranking Pro Cycling Stats, donc au classement Pro Cycling Stats, qu'au niveau UCI, il y a quand même 2300 points quasiment de marqués. Ça m'a pas semblé si exceptionnel que ça, voilà, la saison de Rodriguez. Il m'en a manqué un petit peu. Adam Yates, bah, c'est bien mais pas suffisant. Là aussi. Moins bien que l'année d'avant, là largement. Son Tour de France, c'est surprenant parce qu'il domine le Tour de Suisse. Mais alors, il domine le Tour de Suisse. UAE domine le Tour de Suisse complet. Mais bon, il gagne le Tour d'Oman. Bon, ça m'a pas marqué plus que ça. J'ai un petit bâillement, il est 21h30 hein. Ça fait depuis ce matin que j'enregistre, donc au bout d'un moment il y a un petit croquage, mais abandon sur l'UAE Tour, et c'est vrai que ça modifie un peu sa saison parce que c'est une grosse chute, un gros moment de récup. Tour de Suisse bien, sur le Tour de France je l'ai pas senti exceptionnel. Je me disais, vu comment il a fait son Tour de Suisse, pourquoi pas aller chercher encore un podium. Il est quand même assez loin du podium, derrière Evenepoel, derrière Landa notamment. Et puis sur la Vuelta, ça a été jamais dans le bon timing sur la Vuelta. Je me disais, quand il gagne son étape à Granada, il se replace un petit peu au général, je sais plus, il se remet 7e ou 8e au général. Je me dis à ce moment-là, tiens, il va peut-être jouer le général, sauf qu'il dit dès le lendemain qu'il joue pas le général. Et en fait, à part ce jour-là, sinon il a été quand même en grande difficulté. Il n'a pas été exceptionnel du tout. Jamais dans le bon timing. Et Tour de France aussi pas exceptionnel. C'est comme s'il avait été en forme trop tôt. Il a été en forme sur le Tour de Suisse, mais pas sur le Tour de France. Et qu'il n'avait pas réussi à redémarrer sur la Vuelta, tout simplement. Du côté d'Adam Yates. Mais en même temps, sur la Vuelta, je pense que vraiment le leader, c'était Almeida. Peut-être Sivakov en 2. Et c'était peut-être pas Adam Yates qui devait faire un bon classement. Et puis David Gaudu, première partie de saison pas exceptionnelle, et puis Vuelta très bonne, mais après il finit très bien l'année, mais son tour est compliqué, son Dauphiné est compliqué, même le Tour de Romandie est pas exceptionnel. Donc vous avez tout ce passage là où cette première partie de saison est pas dingue. Alors oui, elle est bien rattrapée par le Tour d'Espagne, elle est bien rattrapée par ce Tour du Luxembourg aussi, mais il en manque un petit peu du côté de David Gaudu pour le mettre dans le top 10 des meilleurs grimpeurs de la saison. Eh bien, on passe au grand vainqueur, le grand numéro 1 de ce classement, mais j'ai envie de dire le grand numéro 1 de cette saison cyclisme, Tadej Pogačar. Bah oui, hein. Alors là, le numéro 1 dans ce classement-là, très clairement, ça n'a pas été compliqué à faire. Ce classement-là a été d'une facilité parce que Vingegaard 2, bah oui, il est devant Remco. Remco 3, bah oui, parce qu'il est devant Roglic sur le Tour de France.
Ça a été d'une facilité pour moi. Et Pogacar avait bien entendu numéro 1. Mais bon, il a dominé la saison sur les classiques, ça c'est clair et net. Mais il remporte 2 grands tours sur les 3. Le Tour de Lombardie. Et sur toutes les courses difficiles, il a été au-dessus. Il a été intraitable cette année, Pogacar, intouchable. Voilà, son pire résultat cette saison sur une course, en individuel, hein, si on ne prend pas les étapes les unes après les autres, c'est 7ème du Grand Prix de Québec. C'est son pire résultat de l'année. Voilà. Si on prend le classement final de toutes les courses. Ça a été exceptionnel. Il a eu une domination extrême cette année. Mais comme on a rarement connu dans l'époque moderne, depuis les grandes années de domination, je pense d'Eddy Merckx et de Bernard Hinault. Il a vraiment été intouchable. Pourquoi je compare à Bernard Hinault? Parce que ça m'a rappelé, en fait, la fin des années 70, début des années 80, quand il était à la Régie Renault. Parce qu'il avait une équipe qui était extrêmement solide, peut-être la meilleure à ce moment-là. Et que c'est un coureur qui avait beaucoup de qualité et qui était très polyvalent. Déjà pour l'époque. Et il était capable d'enquiller les résultats à l'époque. Bernard Hinault. C'est pour ça que je comparerais à Bernard Hinault, parce que l'équipe aussi autour de lui qui était très solide. Donc ce qui me fait penser à ça. J'ai pas autant de souvenirs, j'ai pas autant de connaissances sur la carrière d'Eddy Merckx pour savoir s'il avait les meilleurs équipiers à ce moment-là de cette génération-là. Du côté d'Eddy Merckx, je sais qu'il avait des bons équipiers. Mais je sais pas s'il avait vraiment les tout meilleurs, alors qu'à l'époque de la Régie Renault, c'était du lourd quand même, hein, au niveau des coureurs qui étaient autour de Bernard Hinault. Mais oui, Pogacar, il a eu une équipe solide, ça c'est clair et net, et une équipe qui est au-dessus du lot complet sur les classiques, ça c'est clair et net. Et il a été très fort sur les grands tours. La chute l'a aidé pour le Tour de France. Pour le Tour de France, tir au toto. J'aurais pas dû manger un chocolat de Noël avant d'enregistrer cette dernière partie de vidéo. Mais surtout, le Tour d'Italie, on savait qu'il y avait de la marge sur ce Tour d'Italie, mais il n'a pas tremblé, il a surdominé le Tour d'Italie. Mais alors, comme moi j'ai jamais vu dans l'ère moderne, et même quand il y a eu Contador, même quand j'ai jamais vu ça, et il a dominé le Tour de France. Oui, à partir de la deuxième, après l'étape du Durand, c'est l'étape du Durand qui marque les cassures, où dans les Pyrénées intraitable, dans la fin des Alpes intraitable. Il a été ultra dominateur sur ce Tour de France, il gagne avec une énorme marge. Derrière au championnat du monde c'est pareil, non, il a été au-dessus cette année en montagne, et dans les étapes et dans les courses difficiles. Il était intouchable. Donc là, il n'y a pas photo pour la première place. Autant sur certains classements, des fois il y a des matchs, notamment du côté des sprinters. Entre Merlier et Milan, tu peux réfléchir. Ou sur le classement des Bleus, il y a des réflexions. Certains auraient peut-être plus mis David Gaudu que Romain Bardet. Autant là, pour moi, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion possible. Il a été tellement au-dessus cette année que là, là c'est compliqué de faire autrement que de s'abaisser derrière la domination de Tadej Pogacar cette saison. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire à part bravo monsieur Pogacar, et on espère que vous allez quand même laisser des miettes l'année prochaine en 2025 aux autres coureurs, parce que sinon ça va commencer à être un petit peu redondant. Et ce qu'on aime dans le sport, c'est les oppositions. C'est ça qu'on aime dans le sport. C'est quand il y a de la bagarre, quand il y a du suspense. Regardez en ce moment le Vendée Globe, où il y a pas mal de suspense pour la tête de la course. Je vous parle de ça parce que je suis le 17 décembre. Voilà. Et que Johan Richaum vient de reprendre la tête à Charlie Dalin aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on aime, c'est la bagarre. Quand un mec domine pendant toute la saison, en Formule 1, quand Schumacher dominait, tout le monde se faisait chier et ça emmerdait les gens. Quand Vettel dominait en Formule 1, pareil, ça emmerdait les gens. Quand Rossi dominait aussi, au bout d'un moment, ça faisait chier tout le monde. Là, oui, faudrait pas que ça se reproduise trop, quoi. Une année, c'est bien. 3 ans, c'est beaucoup, au niveau de la domination. Donc, on verra
comment ça se passe l'année prochaine, si Vingegaard revient dans le match. Puis si d'autres progressent, les jeunes, les Tiberi, les Martinez, si Marc Hirschi devient intraitable sur les courses par étapes, voilà, on verra comment ça se passe l'année prochaine, ça sera intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouveaux top 10 sur la chaîne. Et notamment, n'oubliez pas les top 10 féminins qui clôtureront cette séquence de top 10. Donc là, il y a encore 4 vidéos top 10. Et ensuite, il y aura... Je voulais donc faire une vidéo sur la domination de Pogacar. Comment expliquer la domination de Pogacar. Et une vidéo sur les transferts. Il y aura peut-être 2 vidéos, même pour la couper en 2 ou en 3, sur les derniers transferts de la saison. Comme ça, on arrive en 2025 pour les présentations des équipes au top pour faire toutes ces présentations d'équipes en même temps que le Vendée Globe, ce qui va être un sacré défi. Et il y aura le Dakar aussi. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Est-ce que je pourrais faire du Dakar? Peut-être pas. J'aimerais faire du Dakar, mais est-ce que je pourrais faire du Dakar? Il y aura un programme qui sera ultra chargé en ce mois de janvier, donc n'hésitez pas à rajouter la petite cloche. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.